Bonjour à tous, bienvenue dans Grand Angle Immo. Grand Angle Immo, vous le savez, c'est l'émission de la FNIM Grand Paris, la Fédération nationale de l'immobilier Grand Paris. C'est l'émission qui décrypte l'actualité du logement, de l'immobilier, mais aussi qui donne la parole à tout le monde. Je suis, comme pour chaque émission, avec Olivier Principal, le président de la FNIM Grand Paris. Bonjour. Bonjour Bérénice. Comment allez-vous ? Écoutez, très bien. Toujours très impliqué en défense du logement, de l'immobilier, des professionnels et au cœur de l'action. Donc aujourd'hui, je crois qu'on va aborder un certain nombre de sujets essentiels. Et très heureux d'avoir des invités prestigieux autour de nous. Alors justement, première émission de l'année 2025. Et justement, on va faire un point sur le marché immobilier en ce début d'année. On va également aborder le sujet de la location. On sait que le marché est surtendu. Et pour ce faire, vous l'avez dit, nous avons 3 invités de prestige. On va commencer avec, à votre droite, Michel Fréchet, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de la Confédération Générale du Logement. Oui. Vous représentez donc les locataires et c'est important que voilà, vous soyez là, en tout cas. Oui, enfin les locataires, un peu les copropriétaires aussi. Et les accédants à la propriété. Et éventuellement, parce qu'on est moins sur ce créneau-là maintenant, les gens en grande difficulté, qui sont à la recherche de logement, etc. Ça, c'est nos origines. Et puis, je rappelle que vous avez eu plein de vies. Vous avez été psychologue, instituteur, professeur de collège. Vous avez aussi été... vous aviez attribué des HLM aussi, si je ne me trompe pas. Donc, vous connaissez vraiment le secteur du logement. Alors, on ne connaît jamais tout, vous savez. Non, on apprend tous les jours, c'est vrai. À ma gauche, le maire du 17e arrondissement, Geoffrey Boulard, bonjour. Bonjour. Ravi de vous recevoir, monsieur le maire. Donc, nous sommes dans votre arrondissement. Voilà pourquoi c'était une évidence de vous inviter pour parler logement, justement. Et juste à côté de vous, Caroline Loget, bonjour. Bonjour, Bérénice. Alors, vous êtes agent immobilier avant tout, et vous êtes fondatrice et directrice de l'agence 5 pièces et plus, et vous êtes également coprésidente de la commission transaction de la FNIM Grand Paris. Tout à fait. Alors, on va commencer avec un focus sur un point conjoncture, un point marché, justement, focus sur l'actualité, focus sur le marché de la transaction, tout de suite. Et pour ce faire, alors on va discuter avec ceux qui sont sur le terrain. Je parle de vous, Caroline, et puis vous aussi, Olivier, parce que vous êtes avant tout un professionnel de l'immobilier, quand même. c'est pas mal de le préciser aussi. Vous aussi, vous avez une carte T. Oui. Je fais de la transaction, de la gestion du syndic de copropriété. Non, un petit point déjà en ce début d'année sur peut-être les transactions, parce que c'est vrai qu'on parle d'une reprise. Alors tous les professionnels nous le disent, les gros réseaux nous le disent. Qu'est-ce que vous constatez ? Effectivement, on constate vraiment une reprise du marché de l'immobilier et des acheteurs qui reviennent, alors doucement, qui ont en tout cas vraiment un vrai besoin de concrétiser leur achat. Je pense qu'ils ont eu le temps de mûrir depuis tous ces mois. Et en fait, ce qu'on a pu constater, c'est que la baisse des taux d'intérêt depuis 1 an leur a permis en fait de récupérer du pouvoir d'achat. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on a vraiment cette reprise qui se pressent. Ouais, alors c'est vrai qu'il y a eu 3 baisses successives de la part de la BCE, de la Banque Centrale Européenne, qui a fait baisser les taux. Ils étaient montés jusqu'à 4,5, je crois. En l'espace d'1 an, on est passé finalement de plus de 4% en janvier 2024 à aujourd'hui 3%. Et en fait, finalement, cette baisse de 1 point permet en fait à nos acheteurs de récupérer vraiment du pouvoir d'achat. Et en fait, pour être un peu concret, ça veut dire par exemple que pour un projet immobilier à Paris, des personnes qui avaient, par exemple, qui ont besoin d'acheter sur une base de 500 000 euros, ont récupéré, grâce à cette baisse de taux, entre 3 et 5 mètres carrés. Pour des projets de plus d'1 million, c'est entre finalement 6 et 10 mètres carrés. C'est presque une pièce en plus. À Paris, c'est une pièce. À Paris, c'est quand même, c'est quand même quelque chose. C'est une pièce aussi à Paris, non ? Voilà. C'est vrai que vu le prix du mètre carré, il ne faut pas trop s'emballer quand même sur les comparaisons. Mais en tout cas, c'est une bonne nouvelle. Donc en tout cas, c'est une très bonne nouvelle. Et franchement, on a hâte de redémarrer cette année avec tous ces projets d'acheteurs. Juste quand vous nous parlez des retours des acquéreurs, est-ce qu'il y a des profils que vous ne voyez plus durant cette hausse des taux et qui sont revenus, je pense aux primo-accédants ? On a eu clairement des familles en fait, qui n'ont pas pu du tout concrétiser leur projet et qui là, du coup, sont vraiment mûrs et
au taquet là pour démarrer cette année, est installé pour la rentrée de septembre. Après, ce qu'on voit effectivement, c'est que le profil des acheteurs aujourd'hui, c'est plutôt des cadres sup, des professions libérales et généralement des personnes âgées entre 30 et 50 ans. Voilà, qui sont effectivement sur les créneaux de recherche aujourd'hui. Après, les primo-accédants, ils sont quand même là, mais on sent qu'ils ont des budgets qui sont quand même assez fragiles. Et de ce qu'on voit en tout cas à Paris, c'est que finalement, s'ils n'ont pas un peu le soutien de la famille, c'est compliqué d'acheter. Ouais. C'est ce que vous constatez? Oui, en réalité, il y a eu un changement du profil de l'acheteur. Je vous rappelle quand même qu'il y a encore peu de temps, on était capable d'acheter un bien à 110%, comme on le disait, avec un financement à 110%, c'est-à-dire la totalité du prix du bien. Et en plus, les frais de notaire, qu'on appelle vulgairement, c'était quelque chose d'assez inédit parce que ça a duré un bon nombre d'années. L'accès à l'immobilier était facile. Ça a d'ailleurs contribué à une augmentation générale des prix. Et puis, en fait, ce qui se passe, c'est qu'avec l'augmentation des taux d'intérêt, les banques ont certes, d'une part, bloqué la distribution du crédit, parce que l'augmentation des taux, c'est une chose, mais on avait aussi des banquiers qui ne libéraient plus l'argent. Donc, ça a bloqué les transactions. On a perdu du pouvoir d'achat, bien évidemment, sur ces acquisitions. Et puis, dans les conditions d'accès à un crédit, on finance plus du 110%. Si vous n'aviez pas 20-25% d'apport, c'était même pas la peine de déposer un dossier de financement. Donc, il y a quand même eu tous ces changements qui sont venus ralentir massivement le volume des transactions. On est passé en France entière de 1 200 000 transactions il y a 2 ans, on est à 770 000 cette année. Donc, c'est plus un recul, c'est un arrêt marche arrière. Sur des années exceptionnelles. Exceptionnel, on ne sait pas ce qui est exceptionnel, on sait que le marché en général tourne plutôt aux alentours de 900 000 transactions, mais en sortie post-Covid, on était à 1 million, 1 million 100, 1 million 200 000 transactions. On a décéléré, bien évidemment. Après, ce qu'il faut voir, c'est pas nécessairement bien évidemment l'indicateur du chiffre montre ce qui se passe sur l'activité générale. Moi, je pense aux collectivités territoriales qui, grâce à un volume important de transactions, bénéficiaient de ressources importantes sur les droits de mutation. Quand on passe de 1 200 000 transactions à 770 000, je sais que dans les collectivités, je pense que d'ailleurs monsieur le maire nous en parlera, ça doit grincer sérieusement des dents parce que les budgets prévisionnels, quand ils sont faits à l'avance, on ne tient pas compte de ce genre de choses. Donc aujourd'hui, ce qui est très encourageant, c'est qu'effectivement, depuis la fin de l'année 2024, on a vraiment une reprise de l'activité du marché, ça se ressent dans les agences. Donc ça donne des bonnes couleurs. Malheureusement, il y a quand même beaucoup de nos confrères qui n'ont pas tenu le choc. On a dépassé très largement le taux de défaillance d'agences immobilières par rapport à la précédente crise. Et aujourd'hui, d'avoir enfin un marché qui prend des couleurs, d'avoir des gens qui peuvent concrétiser leurs projets immobiliers, d'avoir des professionnels qui peuvent les accompagner, ça nous réjouit. Alors après, juste avant de passer à la partie sur la location, d'enchaîner sur le marché de la location, juste pour conclure, votre état d'esprit, du coup pour 2025, si on devait le résumer, Caroline, en tant que professionnelle de l'immobilier. Comme le dit Olivier, c'est clair qu'on espère avoir un peu plus de volume de vente et de peut-être sur 2025 dépasser les 800, peut-être 820 000 ventes par an. Et puis en termes de perspective, ce qu'on souhaite en fait, c'est surtout que les prix ne remonte pas trop et qu'en fait on reste sur quelque chose de finalement assez stable pour permettre à tous ces potentiels acheteurs de passer, de concrétiser leur achat. Oui, c'est intéressant ce que vous dites, c'est ça le risque, parce on connaît le mécanisme, quand les taux montent, les prix descendent, et puis quand les taux baissent, les prix remontent. Oui, mais sauf qu'avec des taux qui ont été multipliés par 4, on n'a pas vu les prix baisser dans des proportions importantes, donc ce qui montre en fait que la valeur immobilière, qui reste quand même une valeur refuge, elle n'est pas si impactée que ça. C'est plutôt le nombre de projets et la capacité des personnes à concrétiser ce projet qui a largement baissé. C'est ce qui est un peu dommage. D'ailleurs, on a reçu avec beaucoup de bienveillance les annonces du Premier ministre quand il était question d'accorder un prêt à taux zéro à tous les primo-accédants. Pour nous, c'était un signal fort d'incitation à la propriété. On ne veut pas une France de locataires, on veut une France de gens qui deviennent propriétaires, qui accompagnent, en tout cas pour nous, un projet de vie pour avoir quelque chose à la retraite, avoir quelque chose à transmettre à leurs enfants. Si on n'est pas dans cette culture-là et qu'on croit qu'on va faire qu'une France de locataires, qu'est-ce qu'on va laisser demain pour finir ses jours? Voilà, je pense que c'est important. En tout cas, c'est nos valeurs. Et bien justement, ça va me permettre de faire la transition. On parle de location maintenant, on parle des locataires.
Et oui, on le sait, hein, le marché de la location est surtendu depuis maintenant plus d'1 an. Alors justement, on va parler de la location en France, à Paris, dans le 17e, avec vous, Monsieur le maire. Peut-être pour commencer, une petite réaction à chaud là sur le terrain. Comment ça se passe au niveau des logements dans le 17e? Alors il y a une tension locative forte. Hein. Oui. On vit une crise du logement, notamment en Ile-de-France et a fortiori à Paris, dans Paris. Il y a une difficulté pour se loger. On a une offre très tendue hein, dans les quartiers, une hausse des prix aussi, hein, de location, et on a de plus en plus aussi de demandeurs de logements sociaux. Hein. Dans le 17e, c'est 12 000 demandeurs de logement éligibles au logement social selon les barèmes et les catégories encadrées. Donc et les mairies, les collectivités, on leur a, notamment par une mairie d'arrondissement, on nous a retiré le pouvoir notamment d'attribution directe tout à fait. Sur les logements. Aujourd'hui, l'État reprend progressivement la main sur les logements pour loger les DALO on a des difficultés, nous les élus locaux, à servir nos populations parce que le DALO il est régional, il n'est pas uniquement d'arrondissement et donc il y a une tension très forte et des difficultés aussi dans le logement privé hein, où on voit hein, des loyers qui sont hauts et un pouvoir d'achat qui n'a pas augmenté. Donc, tension très forte, difficulté à se loger. Donc, ça nous revient en boomerang et les réponses qu'on a sont insuffisantes aujourd'hui. L'accession sociale à la propriété n'existe pas dans Paris. En tout cas, les programmes sont à l'arrêt. Les sujets, le parcours du locataire dans le logement social n'existe plus. Il n'y a plus de rotation. On a un mauvais entretien, notamment dans le secteur public hein, et social. Très mauvais entretien. Des logements, des bailleurs sociaux. Ouais, une dégradation forte. Hein. Moi, je suis frappé de voir que les conditions d'habitat se dégradent très fortement avec, je trouve, un désengagement des bailleurs sociaux parisiens et grands parisiens, hein, ils n'œuvrent pas que sur Paris, qui est inquiétant. Alors, il y a une étude qui est sortie d'ailleurs il y a 10 jours dans 60 millions de consommateurs, une étude qui a été réalisée avec l'AFOC, l'Association Force Ouvrière de France, justement, sur les locataires des logements sociaux hein, qui se sentent totalement délaissés. Alors, Michel Fréchet, on en avait parlé. Vous êtes un peu plus mesuré, justement, sur ce point-là. Oui, parce que cette étude, je ne la connaissais pas. Hein. Je l'ai découverte quand vous m'en avez parlé. Non plus. Et je vous ai dit, mais ils enfoncent des portes ouvertes. C'est pas nouveau. Ce qu'ils disent, tout le monde le dit aujourd'hui. C'était pas la peine de faire une étude pour en rajouter. J'aime beaucoup votre pragmatisme. C'est vrai, non voilà ce qu'on peut dire. Mais globalement, vous aviez fait un résumé que je trouvais assez pessimiste. Oui. Je crois qu'on ne peut pas généraliser. Hein. Même chose pour les logements sociaux. Il y a des logements sociaux qui sont quand même bien entretenus. Hein. Il y a des bailleurs sociaux qui font correctement leur travail. Il y en a qu'on qualifie de moutons noirs. Et eux, on se demande ce qu'ils font comme gestionnaire de logement social. Mais ce qui caractérise aujourd'hui le logement social, c'est que c'est plus le logement, il y a plus une démarche de business qu'une démarche sociale. C'est ce qu'on constate et on voit arriver des gens du secteur privé. Alors, j'ai rien contre le secteur privé, bien entendu, hein, mais on voit arriver des gens du secteur privé qui sont dans des domaines qui n'ont rien à voir avec le logement, qui prennent la direction de patrimoines sociaux et qui appliquent les techniques qu'ils avaient, les techniques de vente, par exemple, qu'ils avaient dans le business qu'ils faisaient avant. Mais ça, c'est pas la logique, c'est pas l'ADN du logement social. Oui, bien sûr. Mais on en voit de plus en plus. Que vous connaissez bien, je le rappelle. Hein. Juste, est-ce que vous pouvez nous rappeler ce que vous faites avec la Confédération Générale du Logement ? Nous, on ne vend pas de logement, bien entendu. On n'en construit pas non plus, mais on reçoit, en gros, les usagers du logement qui ont des problèmes avec leurs propriétaires, quoi. Hein. On reçoit aussi, de temps en temps, des propriétaires occupants qui ont quelques problèmes avec le syndic, qui savent pas trop comment se débrouiller, et beaucoup plus rarement, des gens qui veulent accéder à la propriété et qui ne savent pas trop comment se débrouiller. Et il nous arrive de les envoyer vers la partie adverse, parce que c'est pas
pas notre ADN, c'est pas, on n'en traite pas suffisamment pour être de bons spécialistes. Bien sûr. Alors tout à l'heure on évoquait donc cette tension. Globalement, est-ce que, alors Monsieur le Maire, Caroline, sur le terrain, comment ça se concrétise, vous par exemple, Caroline, quand vous mettez une offre d'un bien à louer, c'est combien de candidatures? C'est terrible. C'est-à-dire que dès qu'on met une annonce sur les portails immobiliers, il faut rapidement la retirer. Au bout d'une heure, 2 heures, il faut absolument retirer l'annonce. Donc en fait, le off-market, ça suffirait par exemple. Non mais clairement, en fait, il y a d'ailleurs on n'aurait même pas, effectivement, les agences n'ont pas nécessairement besoin de mettre les annonces en ligne, puisque de toute façon, elles ont déjà pléthore de dossiers dans leurs agences. Et vous, alors, Monsieur le Maire, pareil, alors même question. J'ai beaucoup de professionnels dans le 17e qui me disent exactement ce que vous dit là. Caroline, responsable à l'échelle du Grand Paris, c'est ingérable pour les agences parce que le volume est tel. Donc la crise du logement est forte. Sur les logements attractifs, il y a énormément de candidatures. C'est donc le off-market. Et donc c'est vrai que tout le monde veut habiter dans Paris. Pourtant, il y a 15 000 habitants qui partent chaque année. Oui, on perd des habitants. On perd des habitants aussi, ça c'est un vrai. Y compris dans votre arrondissement. Oui, partout, dans tous les arrondissements de Paris. Comment vous l'expliquez? Nous, on perd peut-être un peu moins qu'ailleurs, mais on perd aussi des habitants. Y a plusieurs choses. Il y a les loyers qui sont importants. Là, on parle de l'accès à la propriété est quand même compliqué, hein, même s'il y a eu un petit tassement, une petite baisse. Enfin, c'est pas non plus une baisse. On est dans une crise, mais c'est pas une baisse conséquente. Et puis on a aussi des sujets d'application du plan local d'urbanisme qui normalement est censé protéger des quartiers qui sont carencés en logement. Et on a vu des failles dans le plan local d'urbanisme de la ville de Paris où les contrôles ne sont pas faits. Et on a eu ces dernières années aussi des transformations de bureaux, de logements en bureaux non contrôlés. Et ça, moi, on est dans un quartier, ici, le siège est dans un quartier, par exemple, carencé en logement. Et là, moi, je suis un défenseur du logement pour tous. Et on est dans un quartier où on veut accueillir des familles. Et donc, il y a aussi un rôle de régulation et de contrôle. Il n'y a pas que si vous voulez, l'intensité ou la densité de bureaux. Il y a aussi parfois des quartiers qui sont carencés en logement et sur lesquels il y a peu de protection. Et ça, je le dis parce que on en parle assez peu et ça contribue aussi à désertifier un certain nombre de nos quartiers, des familles. Donc ça, c'est important. Après, vous avez des sujets liés aussi à l'accueil des familles. Vivre à Paris n'est pas non plus toujours simple. Et les équipements de proximité, la petite enfance. Les crèches, il n'y en a pas assez. Les crèches, vous voyez et, non, mais il faut le dire. Et l'investissement public est un sujet. Mais le gros problème des crèches, c'est aussi le personnel. On a parfois des équipements où on doit fermer des berceaux comme on ferme à l'hôpital des lits, faute de professionnels. Et aujourd'hui, c'est 3 places sur 4 qui sont occupées. C'est 25% des places que vous ne pouvez pas honorer. Et ce n'est pas une question de manque d'équipement, c'est que vous ne pouvez pas parce que vous avez une réglementation française qui détermine l'encadrement, le taux d'encadrement, qui n'est pas la même en Allemagne, par exemple. Alors, je ne dis pas qu'il faut... En Allemagne, c'est pro-locataire. Enfin, c'est pas le même... Non, vous parlez du logement. Oui, par exemple, sur la petite enfance, sur le taux d'encadrement. Mais voilà, donc on perd des familles, et ça se ressent dans les écoles, puisqu'on a des fermetures de classes. Alors, nous, on est moins... dans le 17e ? Oui, mais partout à l'échelle parisienne. Il n'y a pas que l'exode urbain, il y a aussi un phénomène démographique. On explique les Français ont moins d'enfants. Oui, mais c'est mécanique. Et plus ça va, plus les mois passent, plus ça va se voir. Et on a de plus en plus de jeunes qui ne veulent pas faire d'enfants parce que le logement devient une priorité. Si on n'a pas la possibilité de se loger correctement, comment élever correctement un enfant? On conditionne. Et en réalité, on a cette espèce d'effet de bord complémentaire qui arrive et qui est quand même d'une tristesse absolue, quoi. C'est-à-dire que on arrivait à faire un arbitrage aussi important, on ne parle pas de confort, là, on parle de se dire, de gens qui sont en responsabilité, qui se disent je ne veux pas faire un enfant si je ne suis pas en capacité de me loger correctement avec lui. Ça démontre quand même un problème sociétal assez lourd qu'on a derrière et qu'on n'est pas capable de gérer. Quand j'entends le mot encadrement, moi j'ai les oreilles qui sifflent. On voit bien qu'à chaque fois, je vais vous le dire parce que pour moi c'est un sujet depuis longtemps, quand plus on encadre, je dis plus les pouvoirs publics encadrent, et pire c'est. On essaye de mettre des gens dans des cases, on essaye de mettre des taux, des moyennes, etc.
il y a une incapacité, je trouve, à mon sens, à calculer bien les choses, à s'adapter rapidement, à corriger le dispositif quand ça va pas. Alors quand j'entends l'encadrement, notamment pour les crèches, moi je parle d'encadrement des loyers derrière dans la folie. Et on va y venir, l'encadrement des loyers. Juste avant, Caroline, vous vouliez réagir justement sur les familles. Effectivement, les familles, parce que c'est exactement mon cible en fait. Généralement, les familles du 17e, elles arrivent en fait plutôt dans le 92. Elles arrivent sur des communes comme le Valois, comme Neuilly, ou même des fois elles s'écartent jusque dans les Yvelines pour aller vraiment trouver plus de place, plus d'espace, puisque effectivement les prix restent encore trop élevés à Paris pour rester. Alors que, en fait, dans les faits, je pense qu'elles aimeraient rester dans le 17e, par exemple. C'est un quartier qui est quand même super sympa. Je pense aussi, autre chose par rapport aux pénuries de logements, je pense qu'il y a eu aussi un sujet, on parlait tout à l'heure de la location, il y a aussi un distinguo à faire entre location vide et location meublée. Et c'est vrai que je pense que ce qui s'est passé aussi là sur le marché, c'est qu'avec les JO, et là aussi tout ce qui a été développé en termes de plateforme Airbnb, on a vu en fait des logements se transformer de la location vide longue durée à de la location courte. Oui. Et c'est vrai qui crée aussi ce manque de logement aujourd'hui. Et Michel, c'est vrai qu'on avait vu dans les médias que des propriétaires avaient plus ou moins mis dehors, façon de parler, leurs locataires. Est-ce que vous avez eu des remontées des locataires là à ce sujet juste avant la période des JO qui ont été un peu malmenés par leurs propriétaires? Non. On n'a pas eu ce genre de remontée. Bon, il est vrai que une certaine presse en parle et a tendance à grossir considérablement les faits, mais on peut pas. Ça existait, ça existait, mais ça. Donc resté, pas tant que ça au final. C'est resté très marginal. Je voudrais quand même revenir sur le départ de certains Parisiens de la ville de Paris. Alors il y a tout ce qui a été dit, mais il y a aussi le fait que des Parisiens ne reconnaissent plus leur ville. Ça, je l'ai entendu. Récemment, j'ai entendu un couple qui m'a dit oui, on déménage parce que on ne peut plus se garer à Paris, c'est pas possible, on peut plus se garer, il y a du bruit. Il y a aussi des familles qui ne supportent pas ça. Alors, je ne dis pas que c'est la majorité, mais il y en a un certain nombre et qui préfèrent quitter Paris et aller en banlieue. Plutôt que de rester dans une ville où ils ne trouvent pas leur compte au niveau de la qualité de la vie. Et ça, c'est depuis combien de temps, cette qualité de vie qui baisse ? Alors, je dirais pas que la qualité de vie baisse. Je dirais qu'une partie de la population de Paris ne supporte plus ce qu'est devenu Paris. Est-ce que, monsieur le maire, c'est ce qu'on vous dit aussi ça dans votre arrondissement ? Oui, un peu. Bon, dans l'arrondissement, peut-être un peu moins que dans certains. Un peu chauvin. Ah ouais. Mais c'est ce que j'allais dire. Si on prend un petit peu de recul à l'échelle parisienne et on regarde les choses, on a effectivement cette remontée. Ce que vous dites, monsieur, est juste. Les gens, des jeunes couples, des jeunes actifs, s'envisagent plus un avenir à Paris. Ce qui était le cas il y a encore 15 ans ou 20 ans. Alors, je vais mettre les pieds dans le plat. Pour des raisons pratiques, pour des raisons de vie quotidienne et de qualité du service public. On parlait des crèches, mais ça peut être aussi sur d'autres sujets, la sécurité, la propreté. Bon, sur les transports, les choses ont quand même progressé. Si on regarde un petit peu les choses, nous, par exemple, dans le 17e, on a maintenant une ligne 14 qui permet de désenclaver des quartiers. On a le RERE en 2024 qui dessert les Hauts-de-Seine depuis la Porte Maillot. Et on a enfin achevé les grands travaux du tramway et de l'extension du tramway jusqu'à la Porte Dauphine. Bon, mais malgré tout, le compte n'y est pas. C'est compliqué de se déplacer pour les familles aussi. Tout le monde ne peut pas vivre en vélo toute l'année. Alors justement, vous y venez, on va dire, on va mettre les pieds dans le plat, c'est vrai que beaucoup de Parisiens quittent Paris depuis le premier mandat d'Anne Hidalgo. Est-ce que, en étant très factuel, sans jeter la pierre ni quoi que ce soit, est-ce que justement les deux mandats d'Anne Hidalgo ont impacté le logement ? Est-ce que c'est quelque chose qu'on est capable de factualiser ? Quand vous dites que l'attractivité de la capitale a été touchée par la gestion municipale et l'approche sur le logement, c'est certain. On a fait partir un certain nombre de retraités, notamment dans les logements sociaux, qui étaient autrefois des logements intermédiaires. On leur a appliqué des surloyers. Alors, il y a des lois qui sont venues aider ce mouvement. Donc, on a
perdu un certain nombre aussi d'habitants qui faisaient aussi la mixité sociale, la véritable mixité, hein, pas celle qu'on entend à longueur de journée, qui est en fait juste de la ghettoisation sociale, hein, où on parque les gens. Non, il y avait et ça, on l'a perdu. C'est quoi la différence alors? J'ai pas compris. C'est qu'on a abaissé, on a conventionné un certain nombre de logements et de bâtiments publics qui donc accueillaient des locataires du parc social qui gagnaient trop aux yeux de la municipalité. Donc on a conventionné, on a fait baisser les prix au mètre carré de loyer, on a chassé une population pour en remplacer par une autre qui a moins de moyens, mais et on a paupérisé des quartiers. Et on a cassé le côté diversité sociale de nos quartiers. Ça a joué, ça a écœuré. Moi on a plein de... Alors il faut s'adapter, hein, on évolue aussi, mais franchement, ça n'a pas participé à l'attractivité de la capitale. On a de plus en plus un Paris des personnes aidées, voire très aidées, et des personnes aisées, très aisées. Et on n'a plus l'intermédiaire. Une ville, elle fonctionne sur plusieurs pieds. C'est pas et donc cette vision municipale, parce que vous en revenez à la gestion actuelle, elle est assez assumée. Elle est assumée. Et nous, enfin moi je suis en opposition à la mairie de Paris, parce que je pense que la ville, elle est pour tous. Et on doit remettre de l'équilibre dans le logement et dans la manière dont on accompagne les familles. Aujourd'hui, les familles sont malmenées parce que tout est compliqué, et donc on préfère aller dans les Hauts-de-Seine. Mais dans les Hauts-de-Seine et les communes limitrophes de la métropole constatent aussi qu'ils perdent progressivement aussi des habitants. Ça n'est pas qu'un phénomène parisien. Et ils partent après en province. Exactement. Je les retrouve aussi en province. Oui, par exemple, là, j'ai des biens à vendre en Normandie, dans le Perche, et avec le principe du télétravail, il y a des gens qui préfèrent finalement aller s'installer dans des communes où il y a des gares à côté. Donc ça peut être dans le Perche, ça peut être du côté de Tours, ça peut être du côté de Chartres. Donc ça, c'est vraiment une vraie tendance. C'est usage de vie aussi. Olivier, Michel, est-ce que vous rejoignez ce que Monsieur le maire a dit concernant justement le mandat d'Anne Hidalgo et cette évolution de la capitale concernant le logement? Oui, je vais vous dire oui, même si je reconnais que je ne suis pas obligatoirement objectif. Pourquoi? Moi qui suis un banlieusard et qui me trouve très bien en banlieue, je la maudis. Parce on ne peut pas se garer à Paris, on peut pas, enfin bon, et je trouve vraiment, parce que notre clientèle, pour parler un petit peu comme tout le monde, c'est rarement les gens qui payent des impôts très élevés, etc. C'est une clientèle de classe moyenne et populaire. Oui, bien sûr. Et je pense notamment à un département comme la Seine-Saint-Denis, qui avec tout le système de réglementation, bientôt ne pourront plus venir profiter de Paris. Et l'impression que ça donne, c'est que c'est une ville un petit peu à l'image du Moyen-Âge qui se calfeutre, qui se protège au travers d'un système où il faut payer, toujours payer, encore payer, et qui élimine une population populaire notamment, qui n'habite pas Paris, qui paye des impôts. Paris, au cours de l'histoire, a construit un univers culturel très attractif. Eh bien, ces populations-là, bientôt ne pourront plus y accéder à cause des prix insupportables pour des gens qui habitent, par exemple, à Seine-Saint-Denis. Et il y a des moments où je me dis, mais Paris, c'est une municipalité de gauche ou autre chose? On n'a pas bien compris, je vous avoue. Le positionnement est assez flou. Olivier, un petit mot peut-être aussi pour... Oui, alors moi je vais rester plutôt sur la partie logement. J'habite en Seine-Saint-Denis, Michel, donc comme ça, vous voyez, je suis pas un garçon qui est ultra sectaire. Par contre, c'est vrai que je fréquente Paris depuis toujours. Ça va pas en s'améliorant. Et puis j'ai un cabinet maintenant dans le 5e arrondissement. Et... bon, je ne vais pas revenir sur les forfaits post-stationnement qui sont passés de 75 € à 225 € pour les véhicules lourds ou les SUV, même s'ils sont hybrides, parce qu'un jour, tu es hybride, c'est bien, le lendemain, il faut que tu sois full électrique, et puis il ne faut pas que tu dépasses tant... Enfin,
Ok, à un moment donné, c'est fatigant. Les entreprises, on les trouve pas pour venir intervenir dans les immeubles parce qu'ils ne facturent plus une journée à moins de 1 500 €. Quand un technicien se déplace, c'est 2 heures de déplacement minimum à l'aller. Donc, à un moment donné, si on n'arrive pas à mettre de la souplesse pour faire fonctionner les choses avec fluidité dans l'intérêt de l'habitant, mais aussi de toute l'économie qui gravite derrière l'entretien de Paris, on s'en sortira pas. Alors moi, je vais revenir plutôt après sur le sujet logement parce que tout ça, c'est lié. Paris a été le premier à mettre en place l'encadrement des loyers et on mesure aujourd'hui que l'encadrement des loyers, même si certains rapports nous disent bah oui, l'encadrement des loyers c'est efficace, ça bloque les loyers. Bon, jusque-là, c'est une vérité de la palisse, c'est pas la peine d'aller chercher à 14 heures. Sauf qu'en réalité, on n'a pas mesuré les effets de bord, c'est-à-dire la diminution du parc de logements à louer qui contribue du coup à une offre qui diminue, une augmentation de la demande qui explose. 2,7 millions de demandes de logements sociaux cette année. Et des prix de loyer qui ne pourront jamais baisser si on ne détend pas ce déséquilibre entre l'offre et la demande. Et on a des propriétaires, je rappelle quand même qu'un propriétaire dans le schéma des Français, il dispose de 1,6 logements. Hein, donc c'est pas des grosses foncières, c'est des petits propriétaires qui ont acheté ou qui ont hérité pour transmettre quelque chose. Et ces gens-là, on leur a dit du jour au lendemain, ton logement, tu vas louer 25% moins cher sur des règles qui sont complètement idiotes de calcul. C'est pour ça d'ailleurs que l'encadrement des loyers a été cassé 2 fois avec une procédure dont on a été à l'initiative aussi, bien évidemment. Oui, il y a eu le verdict il n'y a pas très longtemps. Parce que je considère que encadrer les loyers, ça peut avoir du sens ponctuellement à un moment donné, mais si on accompagne impérativement une politique de construction de logements, de mise à disposition de nouveaux logements, de surélévation des bâtiments, de rénovation de quartiers entiers où on densifie aussi, si on ne densifie pas et qu'on encadre les loyers, c'est mathématique, on fait partir les bailleurs qui vont se dire je ne vais pas aller encadrement des loyers. En 93, vous avez le permis de louer, allons-y gaiement, comme ça vous perdez 1 mois et demi de location à chaque fois que vous cherchez un nouveau locataire. 62% d'augmentation de la taxe foncière en 2 ans. Bon, le calcul n'y est pas, on a une fiscalité qui n'est pas attractive, on a des contraintes avec un déséquilibre dans le rapport. Les choses, elles ne peuvent pas se régler comme ça. Il y a un moment donné, il faut donner un bol d'air. On a une certaine partie de la politique qui voit l'encadrement des loyers d'un bon œil, qui veut le généraliser. Et nous, on voit que dans toutes les communes où l'encadrement des loyers a été mis en place, l'offre locative a diminué. Donc, à un moment donné, il faut arrêter de... Donc ça, vous avez des chiffres... Ça y est, là. C'est factuel. Oui, et d'ailleurs, on va déposer à Valérie Létard, la ministre du Logement, qui va initier un rapport à partir de juin 2025 sur la première période d'expérimentation de l'encadrement des loyers, dans lequel on va encore démontrer que cet effet de bord, en fait, le mal est pire que ce qu'on voulait soigner au démarrage. Donc, il y a des systèmes incitatifs qui permettent à des propriétaires de louer moins cher parce qu'ils ont un avantage fiscal. Ça existe depuis longtemps. On l'avait notamment dans le cellier intermédiaire. Ça concernait le neuf. Ça a été proposé avec Loc Avantage, où un bailleur qui loue au niveau des loyers intermédiaires bénéficie d'un avantage fiscal qui, en fait que plutôt que de louer plus cher avec des impôts, il loue moins cher, il est accompagné fiscalement. Qui est-ce qui en bénéficie? Le locataire. Les propriétaires ne sont pas des gens qui veulent absolument louer le plus cher possible. Ils veulent juste être au bon niveau par rapport à leur investissement et à l'augmentation des charges. Et en fait, l'incitation fiscale, elle peut aider. Donc, c'est des choses qu'on a proposées, qu'on reproposera à Valérie Létard aussi sur le sujet. Mais voilà, aujourd'hui, on a un Paris qui se désertifie. Nous, on a des propriétaires qui se sont tournés vers d'autres types de locations parce qu'il n'y a pas de contraintes de rénovation énergétique, il n'y a pas d'encadrement des loyers. Airbnb, c'est ça, la location touristique. Alors, on a aussi certains bailleurs, pas chez nous, nos propriétaires, quand on les gère, on n'a pas de gens qui nous disent je veux absolument me détourner de. Par contre, ils nous disent moi j'arrête. Je vais mettre mon appartement sur Airbnb en location touristique, parce que j'ai aucune interdiction. Alors il y a la loi Le Meur qui vient d'être adoptée par rapport à la loi Le Meur qui aussi permet de donner 10 ans de avant de se mettre en conformité pour les locations touristiques et les locations longue durée dont on en a plus besoin au jour d'aujourd'hui, elles sont frappées d'interdiction de location depuis le 1er janvier. Alors on va en parler de ce fameux calendrier fixé par la loi climat résilience juste
juste avant, j'aimerais votre avis à tous sur l'encadrement des loyers. Monsieur le maire, peut-être? Je crois que ça a été bien démontré par Olivier. L'encadrement des loyers n'a pas produit l'effet attendu. Au contraire, on n'a jamais eu autant de logements vacants et alloués qui ne trouvent pas preneur, et durablement. Il faut juste regarder pourquoi ça freine. Et donc, voilà, je crois qu'il faut aussi savoir revenir en arrière quand on s'est trompé. Mais on a une municipalité qui a du mal à l'admettre et qui prône l'encadrement des loyers, sauf qu'aujourd'hui, on n'a jamais eu autant de demandeurs de logements sociaux et parfois du secteur qui viennent du secteur privé, un vrai sujet là-dessus, et qui veulent se basculer dans le logement social. Sauf que le logement social est complètement embolisé. Il faut à l'évidence aussi rappeler les oppositions d'une partie de la majorité d'Anne Hidalgo à la construction de nouveaux logements. Je pense que les alliés écologistes sont les premiers à refuser. Et donc, on a reculé sur ce plan pour des raisons qui ne sont pas justifiées. Après, il y a une vision Grand Paris. La FNAIM porte ce nom. Moi, je suis élu aussi de la métropole. Oui, vous êtes vice-président. C'est ça. Oui, je pense que là, il y a une vraie... Tout le monde le dit, mais il va falloir, à un moment donné, s'y mettre. Avoir une vraie vision Grand Paris du logement. Paris intramuros ne peut pas supporter toutes ces demandes. Enfin, je veux dire, c'est impossible. Bon, on a perdu des habitants, c'est pas une bonne nouvelle, contrairement à ce que nous dit l'équipe d'Anne Hidalgo. Une ville qui perd des habitants, c'est pas un bon signal. Voilà, ça c'est voilà. Mais on nous explique que c'est une bonne chose. Or, on fait tout pour décourager les habitants, voilà, de venir à Paris, de se projeter un avenir à Paris. Et ça, c'est quand vous êtes dans cette ville et que vous l'aimez, parce que c'est quand même la plus belle ville du monde, malgré tout, bah, ça fait mal au cœur. Parce que Paris, c'est un lieu où tout est possible, où tout a toujours été possible. Ça l'est de moins en moins, monsieur l'a dit. On a créé des barrières à l'entrée, cette espèce de village gaulois. Et on est en train de perdre en attractivité. Les entreprises peuvent plus venir réparer, rénover, parce que vous voyez cette zone à trafic limité du centre. Regardez les retours des professionnels. Moi, je dis au maire de Paris-Centre de prendre ses responsabilités et de faire un vrai bilan en réunissant les professionnels, les habitants. Il faut en parler. Et on entend qu'il faut maintenant étendre la zone à trafic limité sur tout Paris. Alors c'est vrai qu'ils n'ont pas les moyens de contrôler. C'est ce qu'ils vous disent. Regardez, c'est pédagogique. Mais le message envoyé est très négatif pour des gens qui veulent venir à Paris. C'est la même chose sur l'encadrement des loyers. Message d'encadrement des loyers, vous n'incitez pas les propriétaires à louer. Vous envoyez un message. Et l'effet, on le voit, c'est qu'on a beaucoup de logements vacants. Alors maintenant, on veut les taxer, parce qu'on sait faire que ça, sans remettre en cause sa propre politique. Moi, je dénonce cette manière de faire parce que Paris perd, il perd. Et puis maintenant, on a aussi le prix de l'immobilier, il a quand même augmenté sous Anne Hidalgo. Donc, après, ça c'est pas forcément lié à son mandat. On va pas tout lui mettre sur le dos quand même, même si je la défends pas loin de là non plus. Oui, mais bon, on a fait beaucoup de promesses à une époque. Mais j'aimerais revenir sur un point très intéressant que vous disiez et qui est vrai. Paris perd en réputation. Ce matin, j'étais à la conférence Barnes, la conférence de presse Barnes, vous savez, l'immobilier de prestige. Chaque année, ils sortent le Barnes City Index, donc les villes internationales dans lesquelles tous les investisseurs les plus riches veulent investir. Alors, avant, Paris était première. Là, Paris n'est plus première du tout. Bon, elle est toujours dans le top 10 parce qu'elle reste quand même rayonnante à travers le monde, mais elle a été détrônée par des villes qui sont beaucoup plus sécures, beaucoup plus avantageuses fiscalement parlant au niveau des investissements. Et c'est vrai qu'elle fait partie du top 3 des villes qui perdent vraiment. Et avec elle, il y a Londres et New York. Voilà, ce sont les 3 villes qui sont mal gérées, on va dire. Donc, c'est intéressant ce que vous dites, parce que ça se ressent à l'international aussi. Il y a le logement. C'est une chose, mais il y a l'environnement du logement. Oui, les investisseurs qui achètent pour louer. Oui, mais ils regardent aussi l'offre de services pour habiter. Et c'est là il y a une dégradation forte. Concernant l'encadrement des loyers, Michel, Caroline, peut-être un petit mot, Michel, sur votre avis, vous. On en avait parlé au téléphone. Oui, je sais, c'est pour ça que je vous demande. On en avait parlé au téléphone. Nous, l'encadrement des loyers ne nous a jamais fait grimper au rideau. D'accord. Alors, je vais pas me diriger vers les arguments que j'ai entendus tout à l'heure. Non. Mais pour nous, l'encadrement des loyers, c'est un encadrement à la hausse.
Alors, ça va vous paraître peut-être bizarre, mais le système est fait de telle sorte, avec cette fameuse médiane qu'on met au milieu, et puis au-dessus de la médiane, il y a tout en haut, si je puis dire, si je m'exprime par image, il y a un niveau que les propriétaires ne peuvent pas dépasser, une limite, et puis en dessous, même chose. Ouais. Et ce que je vous ai dit au téléphone, souvenez-vous, c'est que, imaginez que vous soyez propriétaire, bailleur, et que vous mettez un logement à la location. Bon, vous allez vous poser la question de savoir quel montant de loyer je vais demander. Et vous allez vous dire, alors si vous avez un côté social, ce sera un certain niveau, mais qui sera de toute façon au-dessus de la médiane. Et si vous êtes moins social, bah vous mettrez votre loyer à la limite de la barre supérieure. Ce qui fait que chaque année, finalement, eh bien, il faut revoir l'ensemble des choses parce que le nombre de biens qui se trouvent au-dessus de la médiane sont plus importants que ceux qui sont en dessous. Est-ce que je suis clair jusque-là? Et donc, une médiane, c'est autant de biens sous la médiane qu'au-dessus. Et donc, automatiquement, la médiane se déplace vers le haut. Et donc, automatiquement, eh bien, les logements qui, par exemple, étaient tout en bas, eh bien, risquent de sortir des limites. Et donc, il faut réévaluer les loyers à la hausse. Et donc, très progressivement, alors ça se fait progressivement, hein, mais les loyers glissent vers la hausse. Donc, vous le trouvez trop, en fait, l'encadrement des loyers, vous le trouvez trop, ou globalement? Non, vous trouvez que c'est un mauvais calcul? Que ça tire, en fait, les loyers, l'augmentation des loyers. En fait. Mais après, il y a l'inflation aussi qui rentre en jeu. Hein. Donc... Oui, ouais, alors, moi, je rejoins le sujet technique. De hausse des loyers, hein, à Paris. Oui. Donc, malgré ça montre les limites. N'est pas une réussite. Ah, mais je crois que maintenant, tout le monde l'a dit. Mais je rejoins ce que dit Michel, il y a un sujet technique. De toute façon, comment encadrer quelque chose comment faire un encadrement juste? Dans un même immeuble, un logement sur cour en rez-de-chaussée non éclairé ne peut pas valoir la même chose de manière locative qu'un appartement au dernier étage avec un balcon qui a un ascenseur et une vue. Alors on va nous dire oui. Oui, mais il y a un petit truc à cocher avec un avantage qui permet d'avoir une hausse de loyer. Imaginez que vous n'ayez pas la vue. Je vous ai donné volontairement cet exemple de l'immeuble de l'appartement sur cour sombre avec un appartement en dernier étage. Oui, c'est difficile à évaluer. Et puis l'appartement du dernier étage, il a été rénové énergétiquement, il est ultra performant, et tu dois le louer au même prix que celui qui est délaissé par un propriétaire, parce qu'il n'y a pas de justesse avec l'encadrement des loyers par rapport à la performance énergétique. On en fait complètement fi. Vous avez acheté dans un appartement une cuisine qui vous a coûté 40 000 € parce que vous avez voulu faire des prestations de qualité, vous avez loué votre appartement au même prix que celui qui a mis une cuisine avec un bloc inox et des portes blanches et rien du tout. Ça n'a aucun sens économique, ça ne tient plus compte de l'offre et de la demande, de la qualité de la valeur verte du logement ou de son équipement. Ça n'a aucun sens. Et on veut nous mettre tous les mêmes propriétaires et tous les types d'appartements dans la même case avec le même prix. Ça n'a pas de sens. Donc, à un moment donné, les marchés immobiliers se sont toujours régulés, auto-régulés. Et si on veut limiter l'augmentation des prix, effectivement, il faut limiter l'attractivité immobilière. Ça veut dire qu'il ne faut pas avoir besoin de logement. Donc, puisqu'on en a besoin, construisons ces logements, surélevons. Nous, on a fait des propositions dans le cadre du schéma directeur de la région Île-de-France. On s'est dit, si on veut faire un grand Paris, on fait sauter le périph', on le recouvre complètement, on arrête la barrière entre Paris et la banlieue, peut-être que certains ne veulent pas le faire non plus, et puis on a des zones où on peut construire. On a des gares dans Paris avec des dizaines de milliers de mètres carrés au sol de lignes de chemin de fer qui sont couvertes par rien, qu'on ne me dise pas qu'on n'a pas du foncier au sol sur lequel on pourrait construire en superstructure. T'as d'ailleurs une gare, toi, je crois, dans... Oui. Hein, je suis plus réservé sur cette dernière proposition parce qu'il y a des exemples. Il y a des exemples quand même du côté de la gare d'Austerlitz
qui ne sont pas des exemples, sont plutôt des contre-exemples. On a construit sur dalle, tout ça a coûté très cher. J'ai des exemples aussi pas très loin d'ici dans le 17e et je peux vous dire que on n'est pas prêt d'y revenir parce que ça coûte extrêmement cher et qu'on n'a plus d'investisseurs pour construire sur dalle. Donc j'entends qu'il y a encore des potentiels. Après la densification de la ville est un sujet et il faut quand même parler des enjeux écologiques, les enjeux de réchauffement, de lutte contre les îlots de chaleur. Voilà, on sait que le logement est là-dessus, il faut qu'on partage ce constat, est aussi un sujet de réchauffement. Donc il faut y travailler. Mais moi, je voulais quand même parler d'un point, Olivier, je interrompu, mais c'est tout ce qu'on a mis là, toutes ces normes sur les logements qui sont énergivores. Non, justement, on va en parler de ça. Et là, je sais que c'est aussi un frein, moi je l'entends. On a des habitants là, et même des propriétaires qui disent bah écoutez, vu les contraintes, là je vais perdre dans de l'ancien, parce que dans l'ancien c'est terrible. Donc on n'a pas tenu compte aussi des spécificités territoriales. On doit appliquer donc effectivement ces réglementations et qui n'ont pas été concertées avec les organisations comme la FNAIM du Grand Paris qui fait un grand travail aux réalités. Et donc il n'y a eu aucune étude d'impact, faut le faire pour cette loi climat et résilience. C'est aussi un mal qui ronge notre système politique. Faut pas non plus croire qu'on vote les lois dans des bonnes conditions. À partir du moment où vous avez des élus hors sol, et je le dis, parce qu'à partir du des élus qui font le show à l'Assemblée générale, sur les réseaux sociaux, mais qui sont pas ancrés dans les territoires, au contact des réalités vécues, vous avez des lois qui sont complètement à côté de la plaque. Tout à fait. Alors je resitue, donc c'est la loi climat et résilience qui fixe le fameux calendrier d'interdiction à la location pour les logements, pour les passoires thermiques dans un premier temps. Ça a commencé là, la première étape, c'était ce 1er janvier, les logements G. C'était le 1er janvier 2023. Les pires G. Pour les logements G, qui consommaient plus de 450 kWh du mètre carré. Là, c'est tous les G depuis le 1er janvier 2025. Donc, ils sont désormais interdits à la location. Ensuite, la prochaine étape, donc les logements F en 2028. Et puis 2034, les logements E. Donc, ça fait 60% des logements parisiens. D'accord. Et donc, ça concernera en France 567 000 logements selon la FNAIM. Dont 200 000 à Paris. 200 000 à Paris. Pour vous redonner un chiffre qui fait tourner la tête. Qu'est-ce qui aurait fallu... Maintenant, je m'adresse à vous. Qu'est-ce qu'il aurait fallu faire? Est-ce que cette loi, ce calendrier, il aurait fallu le décaler, vu qu'on connaît une crise du logement, qu'on ne trouve pas de logement à louer, Michel? Oui, parce qu'il aurait peut-être fallu faire, c'est mettre en place un système d'aide pour les propriétaires. Ça a été fait. De manière homéopathique, on va dire. Mais assez... Écoutez, on est dans une période où on va devoir changer plein de choses parce qu'on entre dans une période, je me répète, où si on ne change pas, on va tous crever, parti comme ça. On voit ce qui se passe actuellement aux États-Unis et ce qui se passera aussi en France à un moment ou à un autre. On a vu ce qui s'est passé en Espagne récemment. Donc il faut qu'on change. Et donc, si on veut avoir des logements qui soient corrects, il faut d'une certaine manière obliger les propriétaires à les rénover, mais il faut les aider. Si on ne met pas de l'argent au pot, ils feront pas. Parce que je pense que le meilleur encadrement des loyers, ce serait qu'il y ait une offre suffisante pour que tout le monde y trouve son compte et il n'y aurait même plus besoin d'encadrement. Oui. Le marché de lui-même deviendrait raisonnable. Mais on est dans un marché de pénurie et à partir de là, on sait ce que donne la pénurie. C'est toujours la hausse des prix et pas de solution pour ceux qui n'ont pas les moyens de se loger. Et donc, je pense qu'il faut avoir une politique, mais très, très, très volontariste dans le domaine du logement, d'aide à la rénovation, et il faut que l'État mette... Oui, mais alors le gouvernement va vous dire on est déjà endetté, à s'endetter comme ça, on essaye de gratter 1 milliard par-ci, 1 milliard par-là. Dépenser l'argent correctement, je veux dire, à un moment donné... Oui, parce que faut pas oublier que la France est quand même un pays riche, enfin, il faut qu'on arrête...
On est un pays riche. Oui, mais bon. Quand même assez endetté. Caroline, monsieur le maire, votre avis. Donc on a compris, Michel, vous auriez donné plus d'aide pour les propriétaires. Votre avis sur cet encadrement, justement, enfin sur cette interdiction de location, ce calendrier, il aurait fallu le décaler. Qu'il soit un peu plus souple, hein, effectivement, pour qu'on puisse permettre aux propriétaires de faire ça aussi correctement et de laisser peut-être aussi le temps aux syndics aussi de proposer le travail de manière peut-être un peu moins contraint. Enfin voilà, parce qu'en fait finalement aujourd'hui on s'aperçoit que c'est assez compliqué sur le terrain et que tout demande du temps. Enfin, on peut pas en si peu de temps faire cette rénovation complète de tous ces immeubles. En fait. Surtout qu'il n'y a pas la main-d'œuvre en plus pour les faire. Pas les entreprises RGE. Reconnues garants de l'environnement. Voilà, et le financement aussi. Il y a les entreprises et puis il y a le financement. Parce que vous avez des copropriétés qui sont en difficulté aussi face à tous ces enjeux extrêmement lourds qui pèsent sur les propriétaires, les copropriétaires, sur les familles qui se sont parfois un peu saignés pour acheter un bien, notamment dans Paris. C'est une réalité, ça. Et donc aujourd'hui, je trouve que les lois, les dispositions c'est des espèces de dictates. Il n'y a qu'à Faucon, vous êtes propriétaire, vous avez qu'à payer. Et après, vous allez payer des taxes parce que votre logement, il est vacant. Voilà. Enfin, je veux dire, on est dans des logiques qui sont pas bonnes. Il faut redonner de la liberté, il faut redonner confiance, peut-être par un système d'aide, mais on voit qu'il y a un problème de priorité. Vous disiez, gouvernement, oui, il faut en faire une priorité. Si c'est une priorité, on y va parce qu'il y a un enjeu écologique, mais il y a un enjeu économique aussi. Il y a une filière derrière. L'immobilier, les travaux, l'artisanat, il y a un vrai sujet. Donc ça, il faut le mesurer. Et aujourd'hui, on réduit, on saupoudre, et en fait, ça devient illisible et c'est surtout pas efficace. Michel, vous voulez Il y a un vrai sujet pour prolonger ce que vous venez de dire, monsieur le maire, un vrai sujet au niveau de la construction et au niveau de la qualité de la construction. Oui. Le nombre de personnes que l'on rencontre, enfin c'est pas des milliers, mais il y en a qui viennent nous voir en disant écoutez, j'habite dans un logement neuf et il y a une fuite ici, il y a ceci, il y a cela. C'est-à-dire qu'on a perdu en France ce qui nous a caractérisé pendant plusieurs générations, à savoir d'avoir des employés qui soient de bons professionnels de la construction. Ça s'est perdu. Et aujourd'hui, et j'ai assisté à certaines réhabilitations où il y a des frictions entre les locataires qui habitent et les professionnels qui interviennent. Et il y a des gens qui sont venus me voir en me disant mais ils savent même pas mettre un joint, ils savent même pas. Alors je veux pas critiquer les professionnels qui travaillent, mais au niveau de la formation, il y a énormément de choses à faire pour que le travail soit fait correctement. Parce qu'après, ça a un coût. Quand il y a des fuites, il faut les réparer, il faut intervenir sur le bâti. Et là, on n'est pas au rendez-vous. Donc, il y a un problème de qualification de la main-d'œuvre. Ah oui, ça c'est net. Que vous constatez en tout cas sur le terrain. Net. Pour en revenir juste aux aides dont vous parliez, les fameux RGE, c'est vrai que j'ai discuté avec des professionnels, là, il y a quelques jours, des syndics notamment, qui m'expliquaient que, en fait, au final, ces aides, donc on les obtient en faisant travailler des artisans RGE, mais en fait, ils coûtent beaucoup plus cher que les artisans normaux. Donc, au final, on a des aides, mais sur un prix qui est beaucoup plus cher. Donc, au final, les aides plus ou moins, ça s'annule. Et c'est ce qu'ils constatent en accompagnant leurs propriétaires. Ce qui serait intéressant, c'est qu'on fasse une étude sur le détournement des lois. Oui. On met des normes, on met ceci, on met cela. Mais ce qu'on voit aussi, alors on évite de le crier sur tous les toits, bien sûr. Mais c'est que... Alors je ne sais pas si c'est un mal français, je ne pense pas d'ailleurs, ça doit être général, mais il y a tellement de choses qu'il faut respecter qu'il arrive un moment où les gens, en accord avec certains professionnels d'ailleurs, ne les respectent plus et les contournent. Ça pousse. Mais c'est comme le DPE. Là, je discutais avec un grand patron de réseau que je citerai pas, mais qui me disait qu'il voyait de plus en plus de faux DPE, que ça fleurit partout, et ça se comprend. J'ai envie de dire, ça se comprend. On va enchaîner, parce qu'on arrive bientôt à la fin de l'émission. Là, on va parler des conséquences donc de cette crise du logement. Peut-être côté locataire, ce que vous voyez, vous, Michel Fréchet, ce que vous voyez, vous aussi, Monsieur le maire. C'est vrai, est-ce que, par exemple, avec cette crise, vous constatez
constatez qu'il y a plus de personnes à la rue dans le 17e, oui, dans Paris. Il y a pas dans le 17e. Oui, c'est ça, dans Paris, dans la France entière, mais vous, voilà, dans votre arrondissement. Oui, alors, là, vous voyez, ce soir, c'est la nuit de la solidarité. C'est une nuit qui est consacrée au recensement des personnes à la rue. À l'échelle de la métropole, c'était lancé à Paris. C'est utile pour nous parce que ça nous permet d'avoir un étalon tous les ans. Voilà, on a tout un travail qui se fait tout au long de l'année avec des associations, des maraudes qui vont au contact des sans-abri. Globalement, ça n'a pas trop bougé. Mais je constate quand même que depuis la fin des Jeux Olympiques et Paralympiques, on a effectivement beaucoup plus de personnes visibles dans la rue. Et surtout, on voit des personnes en grande détresse psychiatrique, psychologique, et on n'a pas les structures d'accompagnement pour les sortir de la rue. Alors on réussit avec la création de pensions de famille. Moi, j'ai eu la chance de pouvoir... Oui, les pensions de famille, c'est très... Ça fonctionne très bien. Ouais. On en a, nous, dans le 17e. On a pu sortir, mais vous imaginez aussi le travail pour sortir des personnes de la rue, les remettre sous un toit. C'est pas comme ça en claquant des... Et là, il y a un déficit de compétences en matière d'accompagnement psychiatrique dans les structures qui vont au contact. Donc, dire qu'il y en a plus... Je pense qu'on sera sur les mêmes chiffres, mais je trouve que la santé mentale et là on a des personnes qui sont vraiment voilà, des personnes qui meurent dans la rue tous les jours. Donc c'est un vrai sujet. Il y avait, je crois, une annonce un jour d'un président, je crois, actuel, qui avait dit plus personne. Bon, on se demande qui c'est. Non mais voilà, donc ça c'est un vrai sujet aussi de préoccupation. Moi, ce que je vois, c'est qu'il y a surtout des gens mal logés qui vivent mal dans leur logement. Oui. Ça, c'est ce qui me frappe. De plus en plus. Oui. Et monsieur disait effectivement. Même dans des logements neufs, que ce soit social, on voit beaucoup de... Là, le phénomène des moisissures est un vrai sujet. C'est un sujet de santé publique, je le dis aux professionnels. 20 000 morts par an de moisissures. Ah ben voyez, j'avais pas le chiffre. Et moi, je vois que ce sujet, il remonte. Il me remonte de plus en plus parce que les bailleurs répondent pas, qu'ils soient privés ou publics. On a le sujet aussi du chauffage, qui est un sujet qui revient fortement, où là, notamment dans le parc social, il y a parfois un mépris pour ces aspects-là. Donc, il y a un mal-être dans le logement. Moi, je le dis aujourd'hui. Et des gens logés. Ouais. Et il y a un profil dont on n'a pas parlé aussi, ce sont les étudiants. 17% des étudiants en septembre ont abandonné leurs études faute de logement, donc c'est 2% de plus que l'année dernière. Qu'en est-il alors vous, dans votre arrondissement, c'est pas très étudiants, vous hein. Alors on a quelques résidences étudiantes, mais on n'est pas l'arrondissement le plus étudiant. C'est un vrai sujet aussi de développer une politique favorable à des résidences étudiantes. Nous d'ailleurs, on a des programmes dans le 17e pour créer des nouvelles résidences. Construire. Alors c'était une des propositions de François Bayrou. Hein. Il l'a annoncé dans sa DPG, dans sa déclaration de politique générale. Il veut construire 15 000 logements étudiants sur 3 ans. Voilà. Oui, enfin, les précédents premiers ministres ont tous fait des annonces. En utilisant le foncier de l'État. Moi, j'en ai entendu un qui nous a dit qu'il allait nous faire un choc d'offres. Hein, oui, c'était qui le choc déjà c'est l'avant-dernier Premier ministre. Et le choc, on l'a jamais vu. Hein. Donc, je suis content d'entendre monsieur le maire qui nous dit on construit pour de vrai. Parce qu'il nous faut des gens qui ont le courage de lancer des opérations et pas entendre toujours tous ceux qui veulent vous empêcher de faire. Du logement, on en a besoin, il faut le bâtir et je crois qu'il faut encourager les maires bâtisseurs. C'est aussi un grand sujet de politique générale de construction de logements. Et puis, il faut que la France ait une vraie politique long terme. L'immobilier, ça se fait pas avec une loi en 2018 applicable en 2021. C'était les annonces de François Bayrou aussi. Oui, mais je pense que depuis Borloo, on n'a pas eu de grands plans sur l'immobilier et en réalité, on fait que de la petite mesure comme ça, sans étude d'impact, avec un bout de texte qui va mettre un bazar sans nom que personne ne veut corriger. Ouais. Et on raisonne pas correctement. Le logement, c'est du temps long. Il y a la construction. Moi, ce qui m'inquiète, c'est que tous les projets de construction qui n'ont pas été réalisés depuis les 2-3 dernières années, qui sont à l'arrêt du fait de l'absence de soutien du logement, du moins de la construction, et ben, tous ces projets qui sont à l'arrêt, il va falloir 3 ans avant que ça redémarre, parce qu'un immeuble, ça ne se construit pas comme ça. Hein. Il y a la préparation, l'ingénierie. Ouais. Mais je peux vous dire qu'on n'est pas sorti tout de suite du problème. Hein. Donc, il va falloir sérieusement accélérer les choses et mettre de la goutte d'huile qui est nécessaire pour accélérer les délais d'instruction et les délais de traitement des dossiers. Michel. Moi, contrairement à ce que vous dites, je dirais qu'il y a un plan, mais qui n'est pas avoué. Le plan, ça consiste à faire des économies sur le dos du logement. Et il y a toute une série de mesures qui ont été prises ces dernières années pour
pour que l'État dépense moins au niveau du logement, mais pour que ça lui rapporte le plus possible. Et ça explique en partie l'approfondissement de la crise. Et ça, il ne faut pas l'oublier quand même. Alors, vous savez, Michel, je vais vous dire un truc. J'espère quand même qu'avec les grands ministères que nous avons, comme Bercy, si vous voulez, où il y a des gens très intelligents qui font des gros calculs, ils ont quand même compris que prendre un impôt sur quelque chose, c'est mieux que prendre un impôt sur zéro, parce que zéro, ça fait toujours zéro. Ouais. Et aujourd'hui, on a des pouvoirs publics qui ont décidé plutôt de dire bah, tant pis, on loge pas et on laisse avoir zéro revenu, donc zéro impôt, plutôt que d'accompagner quelque chose, gagner un petit peu moins et inciter à faire. Moi, j'ai du mal à comprendre ça. Le président de la République n'aime pas le logement, il l'a dit depuis le début, il nous a fait un mea culpa là, il n'y a pas très longtemps pour nous dire que, et en réalité, qu'est-ce qu'il en sort? On trouve la seule solution, c'est d'augmenter la taxation sur les seuls propriétaires. On a supprimé la taxe d'habitation, on n'a plus l'impôt local où tout le monde participait à la contribution de l'effort public. Tout se rebascule sur les seuls propriétaires, et je peux vous dire que les gens aujourd'hui, on a quand même 26% des propriétaires qui envisagent de mettre leur logement à la vente, passoire énergétique, parce qu'ils n'ont pas les moyens de faire la rénovation et qui veulent pas s'ennuyer par ça. Et comme on peut pas embarquer les copropriétés parce qu'on a au même étage un propriétaire occupant qui n'a aucune obligation, un qui loue son logement de manière touristique qui n'a aucune obligation, à côté vous avez une profession libérale qui n'a aucune obligation, et puis vous en avez qui est là, qui loue son logement en longue durée, qui est le seul à qui on interdit de louer si son logement qui était tout à fait normal avant, maintenant, comme il est devenu indécent, c'est terminé, on ne le loue plus. Et on ne parle pas de moisissure. Moi, j'ai des listes de logements classés G énergétiquement qui sont devenus indécents alors qu'ils sont parfaits. Tout le monde voudrait ces appartements. Donc voilà, il y a un moment donné, ce manque de pragmatisme me pose un vrai problème, parce que la détresse que nous on voit au quotidien en tant qu'agents immobiliers, administrateurs de biens, de locataires qui ont besoin de trouver un logement, on n'est pas capable d'y répondre. Donc c'est une vraie frustration. On a des propriétaires autour de nous qu'on accompagne, les administrateurs de biens. Alors, on n'a pas de souci, nous, pour trouver les bonnes entreprises, parce que comme pour nos propriétaires, on cherche le plombier, on cherche l'électricien, on vérifie les qualifications avant, donc on n'a pas ces difficultés d'intervention. Et on a des propriétaires qui sont sensibles à améliorer leur patrimoine, mais qui en ont assez de la contrainte permanente. Et je crois qu'on se rejoint sur le sujet de il faut libérer, ça ne veut pas dire qu'il faut faire n'importe quoi, autoriser n'importe quoi. Les villes ont toujours pu contrôler la salubrité d'un logement. Ça existait, on n'a pas eu besoin de l'encadrement des loyers ou de la rénovation énergétique pour savoir si un logement était bon ou pas bon. On sait faire la différence entre quelque chose qui est complètement moisi et un appartement qui a juste des radiateurs qui consomment un peu cher et qu'on va changer de toute façon au fur et à mesure du temps. Je pense qu'il faut remettre un peu de raison dans tout ça et remettre les choses à leur place. En tout cas, les syndics de copropriété sont mobilisés pour accompagner, à essayer d'embarquer tout le monde, et ce qui n'est pas quand même évident quand on n'a pas les mêmes priorités. Les administrateurs de biens accompagnent les propriétaires pour louer des logements d'excellente qualité. C'est pas évident pour tout le monde. Les dispositifs sont difficiles à mettre en œuvre entre les entreprises RGE, les MaPrimeRénov' qui changent en permanence de dispositifs, donc plus personne n'y comprend rien. Donc voilà, on est là pour éclairer en tant que professionnel le parcours. Mais voilà, maintenant je pense qu'il faut remettre de la dynamique dans l'offre pour pouvoir répondre aux besoins, c'est loger des gens. On est là pour loger des gens. Et le parc privé est le premier acteur du logement en France. Et il va falloir qu'on arrête d'emmerder le parc privé, je pense. Et bien voilà, on terminera avec cette belle phrase signée Olivier Principal, le président de la FNAIM Grand Paris. Merci à vous tous. Merci Caroline Loget. Merci monsieur le maire Geoffrey Boulard du 17e. Merci Michel Fréchet. Merci Olivier Principal pour cette émission. Alors, on se retrouve le mois prochain pour un nouveau numéro. J'espère qu'on parlera du PLF 2025, le volet logement. Ce serait pas mal. Merci de nous avoir suivis. À très vite.